Salut, c'est Cassusef, les amis. On se voit continuer Dostoïevski, Souvenir de la Maison des Morts. On en était au chapitre 11, le spectacle. Le troisième jour des fêtes, durant la soirée, notre théâtre donna son premier spectacle. Les conciliabules pour l'organiser furent nombreux et ardents. Mais les acteurs gardèrent si bien leurs préoccupations pour eux que nous ne savions même pas au juste ce qu'on représenterait. Pendant ces 3 jours, en allant à la corvée, les acteurs s'efforçaient de rassembler le plus de costumes possible. Quand ils me rencontraient, Baklouchine s'ingéniait à faire craquer ses doigts pour me témoigner son contentement. Le major semblait d'une bonne humeur relative. Mais on ne pouvait se rendre compte s'il était au courant, s'il avait accordé sa permission ou si il était décidé seulement à fermer les yeux après s'être assuré que tout se passerait convenablement. Je crois qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence du théâtre, mais qu'il ne voulait se mêler de rien, comprenant que s'il l'interdisait, les choses iraient fort mal. Les forçats mutineraient ou se saouleraient, tout bien pesé, mieux valait les laisser à cette occupation. Je prête au major ce raisonnement parce qu'il est le plus naturel et le plus logique. On peut affirmer que si, pendant les fêtes, les détenus n'avaient pas eu leur théâtre ou quelque chose d'analogue pour les distraire, l'administration aurait dû organiser une soirée. Mais comme notre major se distinguait par des idées absolument opposées à celles du reste de l'humanité, je fais preuve d'un fort manque de sagesse en prétendant qu'il savait à quoi s'en tenir. Un homme comme notre major a besoin toujours et partout d'écraser, de retirer quelque chose, de supprimer un droit, bref, de maintenir un ordre rigoureux. Toute la ville le connaissait sous ce jour. Peu lui importait que son oppression risquât de provoquer une révolte. Il y a un châtiment pour les mutins. Ainsi raisonnent les hommes du même calibre que notre major. Et avec ces crapules de forçat, on doit s'en tenir à une sévère, une impitoyable application de la loi prise à la lettre, rien de plus, rien de moins. Ces aveugles exécuteurs de la loi ne comprennent jamais et ne sont jamais en état de comprendre que l'application de la loi à la lettre, sans se soucier de son esprit, mène tout droit à la rébellion et ne peut mener à autre chose. La loi le dit, que voulez-vous de plus ? S'exclame-t-il sincèrement, surpris qu'on puisse leur demander d'avoir à côté de l'application de la loi du bon sens et de la sobriété. La loi le dit, que voulez-vous de plus ? S'exclame-t-il, sincèrement surpris qu'on puisse leur demander d'avoir à côté de l'application de la loi du bon sens et de la sobriété. La dernière condition, surtout, paraît à beaucoup d'entre eux superflue et révoltante. Ils la considèrent comme une vexation, un manque de tolérance à leur égard. Quoi qu'il en soit, le sous-officier ne s'opposa pas. Quoi qu'il en soit, le sous-officier ne s'opposa pas au désir des forçats. C'est tout ce qu'on lui demandait. J'affirme que le théâtre et la bienveillance qui le toléra furent cause que durant les fêtes, il n'y eut ni désordre ni vol. J'ai été témoin de la façon dont les forçats s'emparaient des bamboucheurs et des batailleurs et les faisaient disparaître sous le seul prétexte qu'à cause d'eux, on défendrait la représentation. Le sous-officier fit donner aux détenus leur parole que tout se passerait bien et dans le calme. Ils y consentirent. Flattés de cette confiance,
et tint leurs promesses religieusement. Il faut ajouter que cette permission n'entraînait l'administration à aucune dépense. On n'avait pas marqué les places à l'avance. La scène se montait et se démontait tout entière en un quart d'heure. La représentation devait durer 1 heure et demie. Et si brusquement l'ordre était venu de l'interrompre, tout aurait disparu en un clin d'œil. Les costumes se cachaient dans les coffres des détenus. Mais avant de décrire la scène et les costumes, je veux dire quelques mots du programme. J'entends des pièces qu'on devait jouer. Il n'y avait pas de programme écrit. Cependant, à la seconde et à la troisième représentation, il en apparut un, composé par Baklouchine, pour messieurs les officiers et autres amateurs qui, dès le premier soir, honorèrent notre théâtre de leur présence. Nos spectacles furent d'abord suivis par l'officier de garde. Une fois même, l'officier de ronde daigna y assister. Une autre fois, ce fut notre officier du génie. C'est en l'honneur de ces grands personnages qu'on prépara un programme. On imaginait que la renommée de notre théâtre allait se répandre au dehors, d'autant plus que la ville n'en avait point. Il ne s'y donnait que des spectacles d'amateurs. Comme de vrais enfants, les forçats se réjouissaient et tiraient vanité du plus infime succès. Qui sait, se disait-on chez nous à part soi et entre soi. Il se peut que si les grands chefs apprennent cela, ils viennent voir, alors ils seront surpris de ce que valent les forçats. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec un simple spectacle de soldats. On ne se sert pas de mannequins, de barques flottantes, d'ours et de boucs ambulants. Ici, on a des acteurs, des vrais, qui jouent une comédie de messieurs, et la ville ne possède pas de théâtre pareil. Une fois chez le général Abrosimov, il y a eu une représentation, et on va en donner une autre à ce qu'on dit. À part les costumes, ils ne nous dament pas le pion. À part les costumes, ils ne nous dament pas le pion. Pour ce qui est de la conversation, faudrait voir. Le bruit de ce que nous savons faire peut aller jusqu'au gouverneur. Et lui aussi pourrait bien venir voir, puisque dans la ville, on n'a rien comme théâtre. Bref, l'imagination des forçats, surtout après le premier succès, monta au maximum. Ils s'attendirent presque à des récompenses ou à une diminution de peine, tout en restant capables de rire aussitôt et de bon cœur de leur divagation. Oui, c'étaient des enfants, de vrais enfants, bien plus que eussent dépassé la quarantaine, bien que plusieurs eussent dépassé la quarantaine. Malgré l'absence de programme, je savais dans les grandes lignes ce qui allait se passer. La première pièce avait pour titre Filatka et Mirochka Rivo. Une semaine avant la représentation, Baklouchine s'était vanté à moi qu'il tiendrait le rôle de Filatka comme jamais on ne l'a tenu sur les scènes de Saint-Pétersbourg. Il se promenait par les casernes et fanfaronnait sans ménagement et sans vergogne, quoique toujours avec bonne humeur. Quelquefois, il prenait soudain une pause à la théâtrale, s'oubliait à réciter un bout de rôle, et tout le monde pouffait de rire, que ce fût amusant ou non. Faut d'ailleurs noter que les détenus savaient se tenir sur la réserve et garder leur dignité. Pour admirer les tirades de Baklouchine et parler du théâtre en préparation, il fallait être ou un blanc-bec sans retenue, ou bien un forçat dont l'autorité était solidement établie et dont les sentiments pouvaient s'exprimer mais sans détour, tels quels, même les plus naïfs, ce qui au bagne est le pire des défauts. Les autres,
laisser passer les rumeurs en silence, sans juger, sans contredire, mettant toute leur application à écouter avec indifférence et même avec dédain. Ce n'est qu'au tout dernier moment, au jour même de la représentation, que chacun commença à s'y intéresser. Qu'y aurait-il? Que dirait le major? Réussirait-on aussi bien que 2 ans auparavant? Et ainsi de suite. Baklouchine m'assura que tous les acteurs avaient été parfaitement choisis, que chacun était à sa place, qu'il y aurait même un rideau, que Sirotkin jouerait la fiancée de Filatka. Vous allez voir comme les jupes lui vont bien, ajouta-t-il en clignant de l'œil en faisant claquer sa langue. La noble bienfaitrice aura une robe à falbalas, une pèlerine, une ombrelle à la main. Le noble bienfaiteur portera l'uniforme d'officier avec des épaulettes et une canne. En second lieu, on devait jouer un drame, Kiedril le Goinfre. Ce titre m'intrigua fort, mais j'eus beau interroger, je ne peux rien apprendre à l'avance. Je sus seulement que la pièce n'était pas tirée d'un livre, mais d'une écriture copiée au faubourg chez un sous-officier en retraite. Celui-ci avait sans doute joué un rôle dans une représentation que des soldats donnèrent un jour de cette pièce. Dans nos villes et nos provinces éloignées, on trouve en effet des pièces de ce genre qui resteront probablement ignorées. Elles n'ont jamais été imprimées, mais elles sont apparues un jour pour défrayer le théâtre populaire. J'ai dit théâtre populaire. Il serait vraiment bon qu'un de nos écrivains s'occupât à des recherches nouvelles et plus exactes sur ce genre de théâtre, qui est resté beaucoup plus vivant et plus riche qu'on ne le croit. Je me rends compte par tout ce que j'ai vu faire à nos forçats pour leur spectacle. Il y a des traditions, des méthodes, des notions déjà établies qui se transmettent d'une génération à l'autre. On pourrait les suivre à la trace parmi les soldats, les ouvriers d'usine, même parmi les citadins des petits trous perdus. Elles se conservent aussi dans les campagnes et les chefs-lieux de province, parmi la domesticité des gros propriétaires fonciers. Je crois même que beaucoup de vieilles pièces n'ont pris de l'ampleur et ne se sont répandues à travers la Russie que grâce à ces gens-là. Les gros propriétaires et les seigneurs moscovites d'autrefois avaient leurs troupes particulières, composées d'artistes serfs. Et ces théâtres-là fut le berceau de notre art dramatique populaire, art dont l'existence est indiscutable. En ce qui concerne Kiedril le Goinfre, je ne pus, malgré mon désir, rien apprendre de précis. Sauf que sur la scène apparaîtraient des démons qui emporteraient Kiedril en enfer. Mais que pouvait signifier ce nom de Kiedril? Et pourquoi Kiedril au lieu de Kirill, Cyril? La pièce était-elle russe ou étrangère? Je ne pus obtenir aucune précision. On annonça que pour terminer, il y aurait un pantomime en musique. L'ensemble donc promettait beaucoup. Les acteurs étaient au nombre de 15, tous vifs et délurés. Ils se démenaient énormément, donnaient quelquefois des répétitions derrière les casernes, faisaient les mystérieux. Bref, nous réservaient quelques surprises extraordinaires. Les jours ouvrables, on fermait les casernes à la tombée de la nuit. Par exception, pendant les fêtes de Noël, on ne les ferma qu'après la retraite. On avait accordé cette faveur spéciale à cause du théâtre.
Pendant la durée des fêtes, on envoya chaque soir demander à l'officier de garde d'autoriser la représentation et de laisser les casernes ouvertes plus longtemps, en expliquant que la veille, où il y avait eu spectacle, on avait fermé tard sans qu'aucun désordre se fût produit. L'officier de garde se disait alors: hier, en effet, rien de grave ne s'est passé, puisqu'ils donnent leur parole, qu'il n'y aura pas de manquement à la discipline. C'est qu'ils feront leur police eux-mêmes, et elle sera beaucoup plus rigoureuse que la nôtre. D'ailleurs, si j'interdis leur représentation, sait-on jamais avec ces gens-là? Il y aura sûrement du grabuge, cela nous mettra dans de beaux draps. Et puis monter la garde est fort ennuyeux, et j'ai le droit d'assister à ce spectacle, donné non pas par de simples soldats, mais par des forçats, gens curieux. Allons voir ce qu'ils sont capables de faire. Et d'aller voir, l'officier de garde en avait toujours le droit. D'ailleurs, si l'officier de ronde s'informait où est l'officier de garde, on lui répondrait il est allé faire l'appel et fermer les casernes. Réponse exacte et justification facile. C'est ainsi que durant les fêtes, le spectacle fut autorisé et qu'on ne ferma les casernes qu'à l'heure de la retraite. Les forçats savaient d'avance que la garde n'entraverait rien, et de ce côté-là, ils étaient tranquilles. Vers les 6 heures, Petrov vint me chercher, et nous partîmes ensemble à la représentation. Toute notre chambrée était là, excepté le vieux croyant du Tchernigov et les Polonais. Ceux-ci ne se décidèrent à venir que le dernier jour, le 4 janvier, alors qu'on les eut longuement assurés que tout était convenable, gai et sans danger. Le dédain des Polonais agaçait nos forçats. Aussi les accueillirent-ils avec une politesse extrême. On les installa même aux meilleures places. Pour les Circassiens et surtout pour Isaïe Fomitch, le théâtre fut un pur délice. Pour les Circassiens et surtout pour Isaïe Fomitch, le théâtre fut un pur délice. Un pur délice. Tous les jours, Isaïe Fomitch se fendait de 3 kopecks. La dernière fois, même, il mit une pièce de 10 kopecks sur l'assiette, et l'enchantement se lisait sur son visage. Les acteurs avaient décidé que les assistants paieraient ce qu'ils voudraient pour couvrir les frais et pour donner du montant aux acteurs. Petrov m'assura qu'on me laisserait occuper une des premières places, même si le théâtre était comble, parce que me sachant plus riche que les autres, on s'attendait à me voir plus généreux et aussi parce qu'on me tenait pour un connaisseur. Il en fut ainsi. Je vais décrire d'abord la salle et l'aménagement du théâtre. La caserne de la section militaire, dans laquelle on avait installé le théâtre, avait 15 pas de long. De la cour, on montait un perron qui accédait à une antichambre précédant la salle elle-même. Comme je l'ai déjà dit, cette longue caserne avait été aménagée autrement que les autres. Le bas-flanc longeait le mur et le milieu de la salle se trouvait libre. La moitié de la caserne du côté de l'entrée était réservée aux spectateurs, et l'autre moitié, qui communiquait avec une seconde chambrée, servait de scène. La première chose qui me frappa fut le rideau qui s'allongeait sur 10 pas en travers de la salle. Ce rideau était d'une opulence inouïe. On l'avait peint à l'huile et on y avait représenté des arbres, des tonnelles, des étangs, des étoiles. Il se composait de toiles neuves et usagées, au hasard des dons, vieilles bandelettes pour les pieds, vieilles chemises raboutées en un immense drap.
Dans la partie où la toile manquait, on avait tout bonnement cousu du papier, mendié feuille par feuille dans les divers bureaux de la forteresse. Nos peintres au premier rang, desquels se distinguait notre Brouloff, c'est-à-dire Ave, s'était ingénié à le décorer, à le colorer, et l'effet dépassait toute attente. Un tel luxe réjouit même les plus moroses et les plus exigeants des forçats, qui d'ailleurs, dès le commencement du spectacle, se montrèrent aussi enfants que les plus impatients et les plus exaltés. Tous étaient de fort bonne humeur. Je dirais même d'une bonne humeur vantarde. Des bouts de chandelle constituaient l'éclairage. Devant le rideau se trouvaient deux bancs pris aux cuisines, ainsi que deux ou trois chaises qui venaient de la salle de garde des sous-officiers. Les chaises étaient placées là en prévision d'une visite possible d'officiers supérieurs. Les bancs étaient destinés aux sous-officiers, secrétaires du génie, conducteurs des travaux et autres chefs n'ayant pas rang d'officier, si l'envie leur prenait de venir jeter un coup d'œil, ce qui fut justement le cas. Plus ou moins nombreux, les visiteurs du dehors ne manquèrent pas durant toutes les fêtes. Le dernier soir, il ne restait sur les bancs aucune place inoccupée. En arrière des bancs se pressaient les forçats, debout, par respect pour les visiteurs, sans bonnet, en veste ou en demi-pelisse, malgré la buée et la chaleur suffocante. Ils étaient à la lettre, entassés les uns sur les autres, surtout dans les derniers rangs. Ils occupaient encore les bas-flancs et les coulisses. Certains amateurs même, faufilés derrière le théâtre dans la seconde chambrée, regardaient de là le spectacle, par les coulisses du fond. Dans la première moitié de la caserne, la presse était telle qu'elle égalait presque celle que je venais de voir aux étuves. La porte de l'antichambre était ouverte. Dans l'antichambre même, il faisait 20 degrés de froid, mais elle était pleine aussi. On nous poussa tout de suite en avant, Petrov et moi, jusqu'au banc où l'on voyait beaucoup mieux que du fond de la salle. On me prenait pour un bon juge, un connaisseur qui avait vu bien d'autres théâtres. On s'était aperçu que Baklouchine venait souvent me demander des conseils et me montrer de la déférence. Il fallait donc m'honorer en me donnant une bonne place. Les forçats sont des gens vaniteux, des têtes à l'évent, mais seulement à la surface. Ils pouvaient se moquer du pied ouvrier que je faisais. Un Almazov avait le droit de nous considérer avec mépris. Nous les gentilshommes, ils se vantaient devant nous de son adresse à calciner et l'arbattre. Mais leur raillerie, leur vexation provenaient d'ailleurs. Nous avions été des nobles, nous appartenions à la même classe que leurs anciens maîtres, dont ils ne gardaient pas un bon souvenir. Cependant, ici, au théâtre, ils s'écartaient pour me faire place. Ils avouaient qu'en cette matière, je m'y connaissais mieux qu'eux. Les moins bien disposés à mon égard, je le sais de bonne source, désiraient maintenant m'entendre louer leur théâtre et, sans la moindre servilité, me pousser au premier rang. J'en juge maintenant par mes impressions d'alors. Même à ce moment, je compris, je me le rappelle fort bien, que dans le jugement équitable qu'ils portaient sur eux-mêmes, ils n'entraient pas d'humilité, mais bien plutôt le sentiment de leur propre mérite. Le trait le plus caractéristique et le plus frappant de notre peuple, c'est sa conscience et sa soif de justice. Faire le coq, se mettre en avant, briguer la première place, qu'on soit fait ou non pour l'occuper, tel n'est pas son défaut. Dès qu'on enlève sa grossière écorce extérieure et qu'on regarde avec attention sans préjugés,
ce qui est en germe dessous, on aperçoit en lui des qualités dont on ne se doutait guère. Nos sages n'ont pas grand-chose à lui apprendre. Je dirais plus, nos sages trouveraient à s'instruire à son contact. Petrov m'avait naïvement affirmé qu'on me laisserait passer devant parce que je paierais davantage. Il n'y avait pas de prix fixe, chacun donnait librement ce qu'il pouvait, mais presque tous mirent au moins un copec dans l'assiette quand on la fit circuler. En réalité, si on me laissa passer devant, dans l'assurance que je donnerais plus que les autres, cela venait encore d'un sentiment particulier de dignité. Tu es plus riche que moi, passe devant. Quoique nous soyons ici des égaux, tu payes davantage. Par conséquent, des spectateurs comme toi sont plus agréables aux acteurs. Occupe la première place, car nous ne sommes pas ici pour notre argent, mais par considération pour ceux qui jouent. Quant à nous classer, nous le faisons nous-mêmes. Quelle fierté dans cette façon d'agir. Elle procède non du respect de l'argent, mais du respect de soi-même. D'ailleurs, au bagne, on n'avait pas grande estime pour l'argent et la richesse, surtout si l'on considère les détenus en bloc. Et même si je les passe en revue l'un après l'autre, je ne puis me rappeler en avoir vu un seul s'humilier pour de l'argent. Les quémandeurs ne manquaient pas, et je suis souvent leur victime. Ils agissaient plus par polissonnerie que par avidité. Ils y mettaient de l'humour, de l'enfantillage. Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement. Revenons pourtant au théâtre que j'ai oublié. Avant le lever du rideau, la salle présentait un tableau d'une étrange animation. D'abord, la foule des spectateurs pressés, refoulés, entassés partout, les visages impatients et heureux, attendant qu'on commence. Au dernier rang, des hommes massés les uns sur les autres. Beaucoup d'entre eux avaient apporté des bûches de la cuisine, ils les avaient placées contre le mur, et tant bien que mal juchés dessus, s'accotant des bras aux épaules de ceux qui se trouvaient devant eux. Ils gardèrent cette position 2 grandes heures, entièrement satisfaits d'eux-mêmes et de leur place. D'autres, les jambes arc-boutées sur le rebord intérieur du poêle, restaient ainsi tout le temps soutenus par ceux qui se trouvaient devant eux. Il en était ainsi pour les derniers rangs près de la muraille. De côté, sur le bas-flanc, il y avait aussi une foule grouillante et compacte qui encerclait les musiciens. Là, d'ailleurs, se trouvaient les meilleures places. 5 hommes s'étaient hissés et allongés sur le poêle, d'où ils regardaient en bas. Ceux-là nageaient dans la béatitude. Sur les embrasures des murailles, il y avait aussi tout un tas de gens, la foule des retardataires et ceux qui n'avaient rien trouvé de mieux. Chacun se tenait décemment, sans faire de bruit. Chacun voulait se montrer sous un bonjour aux messieurs et aux visiteurs. Les visages rouges et luisants de sueur à cause de la chaleur étouffante exprimaient la plus naïve impatience. Quel étrange reflet de joie enfantine, quel contentement radieux rayonnait sur ces fronts couturés, stigmatisés, dans le regard de ces hommes jusque-là mornes et sombres, dans ces regards où naguère s'allumaient des lueurs terribles. Du côté droit où j'étais, leur tête sans bonnet m'apparaissait complètement rasée. Mais soudain, sur la scène, on perçoit du mouvement, du bruit. Le rideau va se lever. L'orchestre attaque l'ouverture. Cet orchestre mérite une mention particulière. De côté, sur le bas-flanc, se tenait un groupe de 7 musiciens, 2 violons, l'un appartenant à un détenu, l'autre emprunté dans la forteresse, mais l'artiste était des nôtres, 3 balalaïkas,
œuvre des forçats, 2 guitares et un tambourin tenant lieu de contrebasse. Les violons grinçaient, crissaient, les guitares ne valaient rien, mais en revanche, les balalaïkas étaient incomparables. L'agilité des doigts qui pinçaient les cordes tenait de la prestidigitation. On jouait surtout des airs de danse. Dans les passages les plus entraînants, les artistes frappaient du doigt replié sur le bois de l'instrument. Le ton, l'exécution, le rendu, tout était original, tout sentait le bagne. Un des guitaristes connaissait aussi son instrument à la perfection. C'était justement le jeune gentilhomme parricide. Quand au tambour de basque, il exécutait de pures merveilles. Tantôt il faisait tourner le disque sur ses doigts, tantôt du pouce, il en faisait résonner la peau. Tantôt on entendait des counettes claires monotones, tantôt j'assistais brusquement un bruit sonore qui croulait comme une cascade et s'éparpillait en une multitude de petits bruits tremblotants, rebondissants. Enfin, il y avait encore 2 accordéons. Ma parole, je n'avais jusqu'alors aucune idée du parti qu'on peut tirer de ce grossier instrument populaire. L'harmonie des sons, le jeu, surtout l'expression, la compréhension, le rendu parfait des motifs était véritablement extraordinaire. C'est là que j'ai compris pour la première fois quel abandon infini, quel amour du risque recèlent les airs de danse si entraînants de la Russie. Enfin le rideau se leva. Tous sur un frisson et trépignèrent sur place. Ceux de derrière se dressèrent sur la pointe des pieds. Quelqu'un tomba de sa bûche. Tous jusqu'au dernier restèrent bouche bée et les yeux ronds. Un silence absolu régna. La représentation était commencée. À côté de moi se trouvait Ali, dans le groupe de ses frères et des autres circassiens. Tous se passionnaient pour le théâtre. Il ne manquait aucune représentation. Comme je l'ai remarqué plus d'une fois, les musulmans, tatars et autres sont grands amateurs de théâtre. À côté d'eux, Isaïe Fomitch tendait depuis le lever du rideau son visage extasié vers les miracles qui devaient se produire. À côté d'eux, Isaïe Fomitch tendait depuis le lever du rideau son visage extasié vers les miracles qui devaient se produire. Quelle désolation s'il avait été déçu. Le charmant visage d'Ali resplendissait d'une si belle joie enfantine que j'éprouvais un immense plaisir à le regarder. Il me souvient que malgré moi, quand une saillie amusante des acteurs provoquait les rires généraux, je me tournais vers lui pour le voir. Il ne m'apercevait pas, il avait bien autre chose en tête. Près de moi, du côté gauche, se tenait un forçat d'un certain âge, toujours sombre, mécontent, grognon. Lui aussi, il avait remarqué Ali, et je l'ai aperçu plus d'une fois qui se tournait vers lui pour contempler avec un demi-sourire ce visage agréable à voir. Il l'appelait, je ne sais pourquoi, Ali Semyonitch. On commença par Filatka et Miroshka. Baklouchine tenait à la perfection le rôle de Filatka. On voyait qu'il avait réfléchi à chaque phrase, à chaque mouvement. Le moindre de ses mots, le moindre de ses gestes prenait un sens exactement conforme au caractère du rôle. Ajoutez à cet effort, à cette étude, une gaieté surprenante, irrésistible, de la simplicité, du naturel. Si vous aviez vu Baklouchine,
Vous auriez convenu aussitôt que c'était un véritable acteur, un acteur né, doué d'un immense talent. J'ai vu plus d'une fois Filatka à Moscou et à Pétersbourg, et j'avoue et j'affirme qu'aucun comédien des deux capitales ne valait, j'affirme qu'aucun comédien des deux capitales ne valait Baklouchine. Comparé à lui, c'était des paysans à la française, non de vrais moujiks. On voyait trop qu'ils voulaient se mettre dans la peau de leur rôle. La rivalité avait excité Baklouchine au suprême degré. Chacun savait que dans la seconde pièce, le rôle de Kedril serait tenu par un certain Potseikin, considéré, je ne sais pourquoi, comme meilleur comédien que Baklouchine. Et celui-ci souffrait comme un enfant de cette préférence. Combien de fois, durant les derniers jours, n'est-il pas venu s'épancher dans mon sein à ce sujet? 2 heures avant la représentation, il grelottait de fièvre. Aux éclats de rire et aux cris de la foule, bravo Baklouchine, ça vaut le coup. Tout son visage resplendissait et l'inspiration brillait dans ses yeux. La scène des embrassades avec Miroshka, quand Filatka lui crie préalablement de s'essuyer et qu'il s'essuie lui-même, fut d'un comique achevé. Tout le monde partit d'un éclat de rire. Mais le plus intéressant pour moi, c'était les assistants qui, déraidis, se laissaient aller sans retenue à leur joie. Les cris d'approbation retentissaient de plus en plus copieux. Voici un forçat qui pousse du coude son voisin et lui communique vivement ses impressions, sans savoir même à qui il s'adresse. Un autre, dans son exaltation, au bout d'une scène comique, se retourne vers la foule, l'embrasse d'un regard vif, gesticule pour l'engager à rire, puis se remet à fixer avidement les acteurs. Un troisième fait claquer sa langue et ses doigts. Il ne tient pas en place, mais comme il ne peut remuer, il piétine d'une jambe sur l'autre. À la fin de la pièce, la gaieté atteignit son apogée. Je n'exagère nullement. Imaginez la prison, les fers, la captivité, les longues années tristes qu'on doit passer là, à vivre de cette vie monotone, pareil à la pluie qui tombe goutte à goutte par une sombre journée d'automne, et tout à coup, ces êtres, emprisonnés, verrouillés, ont pour 1 heure la permission de s'épanouir, de se réjouir, d'oublier leur cauchemar, d'organiser un spectacle capable d'exciter l'envie et l'admiration de toute la ville. Voyez-vous, ces forçats, tout devait les intéresser, à commencer par les costumes. C'était pour eux extrêmement intéressant de voir par exemple Vancal Garnement ou Neskiaev ou Baklouchine dans un autre costume que celui qu'on est accoutumé, dans un autre de le voir Baklouchine dans un autre costume que celui qu'on est accoutumé de leur voir sur le dos tous les jours depuis des années. C'est un forçat, rien qu'un forçat, avec des fers qui bruissent. Et voilà qui entre en scène portant redingote, chapeau rond et manteau comme un monsieur. Il s'est fait une moustache, il a des cheveux. Il tire un joli mouchoir rouge de sa poche, il le secoue et il fait le seigneur comme s'il en était un vrai. L'enthousiasme atteint son comble. Le noble bienfaiteur a fait son entrée dans un uniforme d'aide de camp assez râpé, il est vrai, mais il a des épaulettes, une casquette à cocarde, et il produit un effet indescriptible. Ce rôle avait eu 2 amateurs, et le croirait-on, tous deux s'étaient disputés comme des gamins pour savoir qui l'obtiendrait, tant chacun d'eux avait envie de parader en uniforme d'officier. Les autres acteurs durent les séparer.
La majorité des voix donna le rôle à Nessiataïev, donc il fut mieux tourné que l'autre et ressembla davantage à un monsieur. Mais il les avait persuadés qu'il se munirait d'une badine avec laquelle il ferait des moulinets et fouetterait le sol exactement comme un seigneur pour de bon, comme un élégant consommé, chose que Van Gardement ne pouvait faire, lui qui n'avait jamais vu de messieurs. En effet, quand il se présenta avec sa dame devant le public, Nesviataïev ne fit que décrire des ronds sur le sol avec une légère badine de bambou qu'il s'était procurée Dieu sait où, certain de faire ainsi preuve d'une haute éducation, d'une élégance incontestable. Sans doute dans son enfance, petit cerveau nu-pied, avait-il vu un monsieur élégamment vêtu mettre son adresse à faire tourner une badine. L'impression lui en était restée gravée et 30 ans plus tard, il s'en souvenait pour séduire et pour enchanter tout le bagne. Netsiavtaïev était si bien plongé dans son occupation qu'il ne voyait rien ni personne et parlait en gardant les yeux fixés sur la badine. La noble bienfaitrice était aussi fort remarquable en son genre. Elle apparut avec une vieille robe de mousseline qui avait l'air d'une loque, les bras et le cou nus, un étrange visage passé au blanc et au rouge, un bonnet de nuit de calicot attaché sous le menton. Elle tenait une ombrelle d'une main et s'éventait de l'autre avec un éventail de papier bigarré. Un fou rire l'accueillit, et la noble dame elle-même, perdant sa gravité, s'oublia plusieurs fois à pouffer. Le rôle était tenu par un certain Ivanov Sirotkin, travesti en fille. Il était charmant. Les couplets furent fort bien enlevés. Bref, cette pièce finit au contentement général. Il ne s'éleva aucune critique, et il n'aurait pu en avoir. On joua encore une fois l'ouverture chambrette ma chambrette, et le rideau se releva pour Quadrille. Quadrille est une sorte de donjon, puisqu'à la fin de la pièce, maître et valet sont emportés en enfer. Le manuscrit fut donné sans coupure, mais on le sentait incomplet, sans commencement ni fin, sans queue ni tête. L'action se passe quelque part en Russie, dans un relais. Le maître de poste conduit dans une chambre un seigneur qui porte un manteau et un chapeau rond bosselé. Sur ses pas marche son valet Quadrille, avec une valise et un poulet enveloppés de papier bleu. Quadrille a une pelisse et une casquette de livrée. C'est lui le goinfre. Potseikin, le concurrent de Baklouchine, tenait ce rôle. Potseikin, le concurrent de Baklouchine, tenait ce rôle, tandis qu'Ivanov, la noble bienfaitrice de la première pièce, jouait le maître. L'aubergiste, Nesvietsaïev, avertit le gentilhomme que la chambre est hantée par des démons, puis il se retire. Le seigneur, sombre et préoccupé, marmotte à part lui qu'il sait cela depuis longtemps. Il commande à Quadrille de ranger les affaires et de préparer le souper. Quadrille est un froussard et un glouton. En entendant parler de diable, il blêmit et tremble comme une feuille. Il se sauverait bien, mais il craint son maître. D'ailleurs, il a envie de manger. Il aime s'empiffrer, il est bête, lâche, rusé à sa manière. Il trompe son maître à chaque pas, malgré la crainte que celui-ci lui inspire. Dans ce type remarquable de valet, on retrouve une vague et lointaine parenté avec le Porello. Le rôle était réellement bien tenu.
Podseïkine avait un talent indiscutable, supérieur même à celui de Baklouchine. Bien entendu, quand le lendemain je rencontrais celui-ci, je ne lui dis pas le fond de ma pensée. Je lui aurais fait trop de peine. Le forçat qui jouait le maître s'en tirait aussi à son honneur. Ses discours décousus ne rimaient à rien, mais sa diction était juste et ses gestes convenables. Tandis que Kédril s'occupe de la valise, le seigneur va et vient sur la scène et annonce à tous les échos que cette soirée mettra fin à ses voyages. Kédril écoute avec curiosité, grimace, fait des apartés, provoque le fou rire. Il n'éprouve aucune pitié pour son maître, mais ayant entendu parler de diable, il voudrait savoir comment ils sont et pose question sur question. Le maître enfin lui explique que se trouvant autrefois dans un mauvais pas, il a demandé le secours de l'enfer. Les diables l'ont aidé et délivré, mais le terme est choix aujourd'hui. Et peut-être vont-ils venir selon leur pacte pour emporter son âme. Kédril se prend à trembler pour de bon. Mais son maître ne perd pas courage et lui réintime l'ordre de préparer les soupers. Au mot de souper, Kédril s'anime. Il déballe le poulet, sort une bouteille, décarcasse la bête. Non, sans y goûter. Le public part d'un éclat de rire. Tout d'un coup, la porte grince, le vent secoue les volets. Kédril frissonne, et à la hâte, presque malgré lui, il se fourre dans la bouche un morceau si énorme qu'il n'arrive plus à l'avaler. Nouveau fou rire. Est-ce prêt, crie le seigneur, rentrant dans la pièce. Tout de suite, monsieur, je vous le prépare, répond Kédril, qui se met à table et baffre sans sourciller. Le public admire l'effronterie et la ruse de ce valet qui berne son maître. Il faut dire que Podseïkine méritait tous les éloges. Les mots tout de suite, monsieur, je vous le prépare, fut admirablement prononcé. Dès qu'il commence à mettre la table, il commence aussi à dévorer en sursautant à chaque pas du maître qui pourra remarquer sa manœuvre. Chaque fois que celui-ci se retourne, Kédril se cache sous la table, il tire la volaille après lui. À la fin, sa frayale est apaisée, il va pouvoir penser à son maître. Kédril, est-ce pour bientôt crie celui-ci. C'est prêt, répond vivement Kédril, mais il s'aperçoit qu'il ne leur reste plus qu'un pilon sur l'assiette. Toujours sombre et préoccupé, le gentilhomme s'installe à table sans rien remarquer d'anormal et Kédril, muni d'une serviette, se plante derrière lui. Chaque mot, chaque geste, chaque grimace de Kédril, quand tourné vers le public, il hoche la tête devant la bêtise de son maître, provoque un rire inextinguible. Mais juste au moment où le seigneur commence son repas, les diables se montrent. À partir de là, il n'y a plus moyen de comprendre. Les diables n'ont absolument rien d'humain. La porte de côté s'ouvre. Quelque chose de blanc apparaît avec une lanterne allumée en guise de tête. Un second fantôme suit. Il y a aussi une lanterne pour tête et tient à la main une faux. Pourquoi les lanternes? Pourquoi la faux? Pourquoi des diables en blanc? Bien fin qui saurait le dire. Personne d'ailleurs ne s'en préoccupait. Ce devait être ainsi, rien de plus. Le gentilhomme se montre assez brave. Il fait face au diable et leur crie qu'il est prêt, qu'ils n'ont qu'à le prendre. Par contre, Kédril étale la poltronnerie du lièvre. Il se cache sous la table, mais en dépit de sa frayeur, il n'oublie pas d'attraper la bouteille.
Les diables disparaissent un instant. Kédril sort de sa cachette. Au moment où le maître retourne au poulet, 3 diables réapparaissent, la grippe l'emporte. Kédril, sauve-moi, s'écrie-t-il. Kédril a bien d'autres soucis. La bouteille, l'assiette, le pain même qu'il tire sous la table. Enfin le voilà seul, plus de diable, plus de maître. Kédril se relève. Kédril se relève. Il regarde autour de lui. Un large sourire illumine ses traits. En vrai fripon qu'il est, il cligne de l'œil, s'assied à la place du Seigneur et hochant la tête du côté du public, dit à mi-voix: « Eh bien maintenant, je n'ai plus de maître. » Tout le monde rit de le voir sans maître. Alors il ajoute, toujours à demi-voix, en s'adressant confidentiellement au public avec des œillades de plus en plus joyeuses: « Les diables l'ont emporté. » L'enthousiasme des spectateurs devient indescriptible. Outre le fait que les diables ont emporté le maître, les mots ont été prononcés d'un tel ton ruffiant, avec une telle grimace triomphante et moqueuse, qu'on ne peut s'empêcher d'applaudir. Mais le bonheur de Kédril ne dure pas longtemps. Il n'a pas plutôt empoigné la bouteille et rempli un verre que les diables reviennent, se glissent derrière lui sur la pointe des pieds et l'agrippent par le dos. Trop lâche pour se retourner, Kédril hurle à pleine gorge. Il ne peut pas non plus se défendre. Il tient dans les mains la bouteille et le verre dont il n'a pas le courage de se séparer. La bouche béante d'horreur, il reste une demi-minute, les yeux écarquillés, avec une telle expression de froussard épouvanté que décidément il est à peindre. Enfin, on l'entraîne, on l'emporte avec sa bouteille qu'il ne lâche pas. Il crie sans fin. Ses cris font résonner les coulisses. Mais le rideau tombe dans un éclat de rire général. L'orchestre entame la Kamarinskaya. Il débute dans un pianissimo, à peine perceptible, puis le motif s'amplifie, la mesure s'accélère, les doigts repliés claquent craquement sur le bois de la balalaïka. C'est la Kamarinskaya, dans tout son emportement, et Glinka aurait vraiment trouvé profit à l'entendre jouer. Alors, la pantomime commence. La Kamarinskaya l'accompagne durant toute sa durée. La scène représente l'intérieur d'un nouveau moulin. Ainsi, dans un coin, le meunier raccommode un harnais, tandis que sa femme file dans l'autre coin. Sirotkin jouait le rôle de la femme, Nisvestaïev celui du meunier. Je note que nos décors étaient très piteux. Dans cette pièce, comme dans les précédentes, il fallait suppléer par l'imagination à ce que les yeux voyaient. En guise de toile de fond, pour une espèce de tapis ou de couverture. À droite, on a placé un paravent dépenaillé. Le côté gauche, que rien ne masque, laisse voir le bas-flanc. Mais les spectateurs sont peu difficiles et disposés à compléter en pensée ce qui manque à la réalité. Du moment qu'on leur dit « voici un jardin, une chambre, une chaumine », cela suffit. Inutile de faire tant de manières. Sirotkin, en jeune meunière, était tout à fait charmant. Quelques compliments furent chuchotés parmi les spectateurs. Le meunier achève son travail, prend son chapeau et son fouet, va à sa femme, lui fait comprendre par signe qu'il doit s'en aller et que si en son absence elle reçoit quelqu'un, alors
Il lui montre le fouet. La femme écoute en acquiesçant de la tête. Elle a l'air de savoir de quoi il retourne, car elle lui en fait porter. Le meunier sort. À peine a-t-il franchi la porte que sa femme le menace du poing. On frappe, la porte s'ouvre et un voisin meunier lui aussi entre. C'est un paysan barbu en cafetan. Il apporte en cadeau un foulard rouge. La femme rit, mais au moment où il va la prendre dans ses bras, on frappe de nouveau. Que faire? Elle le cache précipitamment sous la table et se remet à filer. Un autre adorateur se présente. C'est un fourrier en uniforme. Le pantomime a été jusque-là irréprochable, et chaque geste parfaitement juste. On pouvait s'étonner en considérant ces acteurs improvisés et se dire malgré soi que de force, que de talent perdu en vain dans notre Russie, englouti quelquefois pour un rien au fond des bagnes et de l'exil. Mais le détenu qui jouait le fourrier avait sans doute assisté à une représentation, soit dans une ville de province, soit dans un théâtre de domaine. Il estimait sans doute que tous nos acteurs, du premier au dernier, ne comprenaient rien au jeu et ne présentaient pas convenablement sur la scène. Il effectua donc son entrée à la façon des héros du vieux répertoire classique. Après une vaste enjambée, il s'arrêta, cambra la tête et le buste, jeta autour de lui un orgueilleux regard circulaire et exécuta enfin une seconde enjambée tout aussi majestueuse que la première. Une telle marche déjà grotesque chez les héros classiques le devenait bien davantage chez un fourrier en uniforme jouant une scène comique. Mais notre public pensait qu'il en devait être ainsi et acceptait comme un fait acquis les allures gourmets du personnage. À peine le fourrier a-t-il eu le temps d'atteindre le milieu de la pièce qu'on frappe encore. L'hôtesse perd de nouveau la tête. Que faire du fourrier? Elle le cache dans un coffre, qui par bonheur est ouvert. Cette fois apparaît un visiteur de marque, un galant d'une espèce rare. C'est un brahmine en costume. Un fou rire éclate parmi les spectateurs. Le forçat Kochkine, qui a tout à fait la figure de l'emploi, tient à ravir le rôle du brahmine. Il décrit par geste l'ardeur de son amour, lève les bras au ciel, les serre sur sa poitrine, sur son cœur. Au moment où il va devenir plus pressant, un violent coup et ébranle la porte. À la façon dont il est donné, on reconnaît le maître. La femme tremble d'effroi. Le brahmine s'agite comme un possédé et supplie qu'on le cache. Elle finit par le pousser tant bien que mal derrière l'armoire. Puis, oubliant d'ouvrir, elle se jette sur son rouet et file, sans entendre les coups redoublés de son mari. Elle a si bien perdu la tête qu'elle tord entre ses mains. Elle tord entre ses mains un fil inexistant et fait le geste de tourner son fuseau, lequel gît à terre. Sirotkin met fort bien cet effroi. Le meunier enfonce la porte du pied et se précipite sur sa femme, le fouet levé. Il a tout vu car il se tenait aux aguets. Au sud lui montre-t-il sur ses doigts qu'elle a caché 3 galants. Il les cherche. Il trouve d'abord le voisin, qu'il chasse en lui bourrant les côtes. Le fourrier terrifié voudrait s'enfuir. Il soulève de la tête le couvercle du bahut, ce qu'il trahit. Le meunier le cingle de son fouet, et cette fois, le trop galant militaire oublie les enjambées classiques. Reste le brahmine, que le maître cherche longtemps. Enfin, il le découvre dans le coin, derrière l'armoire. Il s'incline poliment devant lui, l'attrape par la barbe et le tire au milieu de la scène. Le brahmine essaie de se défendre et crie « Maudit, maudit !»
seul mot prononcé dans le pantomime. Le mari ne l'entend pas de cette oreille et fait justice à sa manière. Voyant que son tour est maintenant venu, la femme jette son fil et son fuseau et s'enfuit hors de la chambre en renversant son tabouret. Les forçats éclatent de rire. Sans me regarder, Ali me tire par la manche et crie « Regarde le brahmine, le brahmine !» Il chancelle à force d'hilarité. Le rideau tombe. Une autre scène commence. Mais je ne puis les décrire toutes. Il y en eut encore 2 ou 3, toutes cocasses et franchement gaies. Si les forçats ne les avaient pas composées, ils y avaient ajouté au moins la moitié de leur crue. Presque tous les acteurs improvisaient. Aussi, à chaque nouvelle représentation, le même rôle était-il tenu différemment. La dernière pantomime au genre fantastique finissait par un ballet où l'on enterrait un mort. Le brahmine, suivi d'une infinité de servants, fait sur le cercueil toutes sortes de passes vaines. Enfin retentit l'air soleil couchant. Le mort se ranime. Chacun trépigne de joie. Le brahmine danse avec le mort, mais à sa façon, en brahmine. Ainsi finit le spectacle jusqu'à la soirée prochaine. Nous nous séparons gais, satisfaits, vantant les acteurs, remerciant le sous-officier. Aucune dispute. Tous sont d'une bonne humeur inaccoutumée. Tous se sentent comme heureux et s'endorment non du sommeil habituel, mais d'une âme quasi tranquille. Ce n'est pas là une fiction de mon cerveau. C'est la vérité, l'exacte vérité. On avait permis à ces pauvres gens de vivre, ne fût-ce que quelques instants, à leur guise, de s'amuser, de passer 1 heure autrement qu'en galérien, et ces brèves minutes les avaient moralement transfigurés. Mais voici déjà la nuit profonde. Je frissonne et me réveille brusquement. Sur le poêle, le vieux prie toujours et priera ainsi jusqu'à l'aurore. Ali repose doucement à mes côtés. Je le revois parler avec ses frères du théâtre et rire en s'endormant. Malgré moi, je considère son paisible visage d'enfant. Petit à petit, tout me revient à l'esprit. Je revis ces derniers jours, ces fêtes, ce mois que je viens de passer. Pris d'horreur, je lève la tête et regarde les dormeurs, mes camarades, à la lumière tremblotante de la chandelle administrative. Je regarde leurs visages blêmes, leurs couches misérables, leur nudité et leur misère étalée. Je les regarde pour bien m'assurer que ce n'est pas là un cauchemar abominable, mais la réalité. Oui, la réalité. Une plainte s'élève. Quelqu'un remue lourdement son bras, secoue sa chaîne. Un détenu sursaute et se met à marmotter, tandis que le vieux sur le poêle prie pour tous les chrétiens orthodoxes. J'entends les mots de sa prière, qu'il prononce lentement, doucement, en mesure. Seigneur, mon Dieu, ayez pitié de nous. Je ne resterai pas ici pour toujours, me dis-je. J'y suis seulement pour quelques années. Et je laisse retomber ma tête sur l'oreiller. Je ne resterai pas ici pour toujours, me dis-je. J'y suis seulement pour quelques années. Et je laisse retomber ma tête sur l'oreiller.